la remarque que je ne salue pas les téléspectateurs. Alors, même certains collègues, amis de la chaîne disent bonjour les Itata. Alors, je ne vais pas dire bonjour les Itata, je vais dire bonjour mes chers téléspectateurs, téléspectatrices, et puis bonjour mes amis. Oui, bonjour. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas vu. Moi aussi. Pourtant, on s'est vu la semaine passée. Oui, non, vraiment, ça fait très bizarre. Exactement la même impression. Ça va bien sinon vous tous? Oui, très bien, merci. Bon, on va commencer bille en tête. Il n'y a pas notre jingle par hasard? Non, on commence comme ça, on va gagner du temps. Alors, l'école primaire permet aux enfants d'apprendre à lire, à écrire, à compter, ce qui est indispensable pour leur scolarité, ça va de soi. Elle leur apprend à vivre avec les autres, à respecter des règles et à travailler en groupe. Enfin, elle aide chaque élève à prendre confiance en lui et à se préparer pour le collège. Sans l'école primaire, il est difficile de réussir les étapes suivantes de l'école. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Christian de traiter du rapport alarmant de la Cour des comptes sur l'état des écoles primaires publiques françaises. Et puis on va parler des Martiniquaises aussi. Puisque... C'est vrai que quand on parle de la Cour des comptes, on voit effectivement comptabilité, gestion, fric, etc. Mais il est tout à fait normal que la Cour des comptes s'intéresse aussi à l'affectation des sommes qui sont données. Et particulièrement dans le cadre de l'école primaire. Beaucoup d'argent. Absolument. Et il semble effectivement que le constat est assez édifiant parce que depuis 2000, il y a une baisse générale du niveau des élèves. Il y a divers problèmes comme la semaine de 4 jours qui sont venus impacter. Il y a des dispositifs différents qui ont impacté, si vous voulez, le rendement véritable. Donc, au moment où il y a une baisse des effectifs, les sommes qui sont versées dans le secteur de l'école publique sont de plus en plus importantes et il faut effectivement faire le constat de l'échec, si je peux dire. Donc aujourd'hui, la Cour des comptes a dressé ce constat, comme tu dis, qui est alarmant. Alors, d'où viennent les problèmes? Alors, en fait, déjà, quels sont les constats? Il y a un écart de réussite entre les enfants les plus pauvres et les enfants les moins pauvres de 30%. Classique. Il y a une baisse du niveau général. Il y a, comme je l'ai dit, des impacts de la semaine à 4 jours. Le système scolaire est en situation d'échec. Du temps de Blanquer, qui était ministre de l'Éducation nationale, on avait institué cette semaine de 4 jours pour les enfants. Mais aujourd'hui, on craint que cette semaine de 4 jours crée des creux, si je peux dire, trop importants entre les moments de l'école et le moment de reprise d'activité, quoi. Et donc, le bilan n'est pas satisfaisant. Alors, aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, est instituée la semaine de 5 jours. Donc, quelles sont les solutions? Il y a des propositions. Selon la Cour des comptes, il faut profiter de la baisse globale de l'Afrique, du nombre de personnes concernées pour faire des réformes en profondeur. Il ne faut plus recruter par académie, mais par département. Il faut de nouvelles orientations entre les municipalités et aussi le secteur de l'éducation nationale, puisque vous savez que les municipalités ont une responsabilité, notamment au niveau des financements. Voilà. Il faut renforcer les rôles, il faut revoir le système de mutation, rendre plus attractif les enseignants. Alors, ces constats sont particulièrement interrogateurs en France, mais bien évidemment, aux Antilles, c'est encore plus alarmant. Voilà. Donc, à la Martinique, par exemple, ce sont des situations qui se retrouvent. Alors, j'ai envie de dire, mais pour pouvoir parler de culture, qu'il y a aussi une innovation qu'on doit faire. Et je pense un peu à Sabrina Ndegvon-Milton à travers tous ces produits qu'elle fait et qui, culturellement, pourraient être insérés dans nos environnements. Je pense aux démarches, aux propositions que j'ai déjà faites ici. Bon, ça ne résout pas tout. Mais enseigner les danses, enseigner le ballet, la mazurka, la biguine, enfin, je veux dire, il faut effectivement adapter les programmes selon les territoires. Et je pense qu'il y a des expérimentations intéressantes à faire ici aussi à partir de ce constat. Ce sujet-là t'a intéressé? Oui, tout à fait. Le leadership féminin caribéen, moi je pense que les femmes leaders apportent des perspectives nouvelles. Elles privilégient les politiques sociales, éducatives et de santé et favorisent une gouvernance plus inclusive et transparente. Moi, je me demande pourquoi les hommes, c'est la polémique là maintenant, je dis bien que c'est la polémique, pourquoi les élus, lorsqu'ils passent à côté d'une station d'épuration qui pue pendant des mois et des mois, ne s'en rendent pas compte. Et pourquoi ils n'écoutent pas leur épouse qui leur dit, tu sais, la station, là, sur l'autoroute, elle sent mauvais. Pourquoi tu... Ou la signalétique n'est pas bonne. Ou la signalétique n'est pas bonne. Moi, je pense que les femmes devraient soit épauler réellement les hommes qui sont, à l'évidence, insuffisants. Je prends mes responsabilités. Nous sommes insuffisants dans la gestion de ce pays, dans la propreté du pays, dans la politique menée. C'est toi qui fais le sujet. Excuse-moi, vas-y Daniel. Je rappelle que le sujet était les femmes dans la Caraïbe, les femmes de pouvoir dans la Caraïbe. Voilà, bien sûr. Oui, non, mais en fait, le sujet, c'est parce qu'en fin avril, il y avait des élections à Trinidad.
et que pour la première fois, on s'est retrouvé avec une femme présidente, une femme Premier ministre et une femme chef de l'opposition. Donc cette conjonction des planètes a attiré l'attention de Gérard, et donc ça lui a permis de voir un peu comment ça se passe dans la Caraïbe. Et si, effectivement, comme tu dis, les femmes se sont préoccupées plus des questions sociales, au niveau du leadership, on les a peu vues. Alors, c'est propre à tous les pays de la Caraïbe, je dirais pas seulement de la Caraïbe, qu'elles soient hispanophones, anglophones ou francophones. Alors, il y a eu quelques exceptions notables. Il y a eu à Jamaïque, il y a eu une femme présidente. À la Dominique, il y a eu Dame Eugénia Charles, la Dame de Fer. Et si je dis Dame Eugénia Charles, c'est parce qu'elle a été anoblie par la reine. Ouais. C'est pour ça qu'on dit, quand on est anobli, on dit Dame. Et donc, il y avait déjà des exemples. Et à l'heure actuelle, il y a donc un certain nombre d'élections qui mettent les femmes au pouvoir. Tout le monde a en tête le fait, la première ministre Mia Mottley, parce qu'elle est emblématique. Parce qu'elle ne s'accapare pas seulement des problématiques sociales, de santé, d'éducation, comme on encore a fait, elle a élargi, notamment en matière climatique. On se souvient encore de l'adresse qu'elle a faite à l'Assemblée générale de l'ONU sur les petits pays, notamment de la Caraïbe, qui payent les excès des grands pays riches. Et aussi, ça c'était l'année dernière, elle avait fait une intervention sur la question du capitalisme et des méfaits du capitalisme et comment les petits pays. Donc il y a une vision derrière. Et c'est dans ce sens que l'article indiquait que le fait que les femmes arrivent au leadership, gouverner, ça, c'est d'autres problématiques qui viennent au pouvoir parce qu'elles sont plus consensuelles, elles sont plus transversales, elles tiennent compte plus de l'opinion de l'autre. Donc pour le fonctionnement de la société et donc peut-être du monde, ça, c'est une approche qui facilite les choses. Je dirais peut-être que les égos qui s'affrontent moins. Il y a peut-être de ça. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il ne devra y avoir que des femmes, c'est pas ça. Mais c'est de prendre en compte l'apport que la vision des femmes peut avoir pour le bien-être de la société, pour le vivre ensemble de la société et de la région, qu'elle soit Caraïbe, mais ça peut être un exemple pour le monde. Et je crois qu'à l'heure actuelle, où on voit que le monde il y a tellement de conflits qui apparaissent sans que d'autres ne s'achèvent. Et si l'on voit Mme Michaud-Chevry à l'écran, c'est parce qu'elle a été aussi une des femmes. On se souvient quand même, c'était Mme Michaud-Chevry lorsqu'elle a dirigé la région, puis elle a été ministre, donc c'était une femme qui exerçait le... Alors je ne suis pas toujours sûre qu'elle n'ait pas été exercée comme un homme à certains moments avec beaucoup de pouvoir, mais en fait, bon, c'est une femme qui a marqué la Guadeloupe, marqué la Guadeloupe. En fait, alors pour terminer, on l'a appris aujourd'hui, Mia Mottley a déjà fait 2 mandats. Elle avait indiqué qu'elle ne briguerait pas un 3e, mais alors elle n'a pas encore 60 ans, mais sous la pression de son parti, sous la pression de certain nombre de personnes, elle a annoncé qu'elle briguerait un 3e mandat. Moi, j'ai un petit message à faire aux femmes élues de ce pays. Je vais focaliser sur la Martinique. La parité vous a contraint les hommes à vous donner une place. Il ne faut pas vous coucher devant les hommes. Parce que vous avez eu la chance extraordinaire d'avoir été choisi par le maire et tout. Non, vous avez une fonction à assumer à l'égard de la communauté en général, à l'égard des autres hommes de la commune ou de la collectivité, etc. Et vous devez vous affirmer beaucoup plus. Il faut que les femmes, il ne faut pas laisser uniquement des personnes comme magnifique Catherine Conconne, s'affirmer en tant qu'élue. Il faut vraiment que vous fassiez savoir que vous n'êtes pas là pour boucher un trou, une place ou deux, et que vous affirmez en tant que femme. Et ne pas être là pour être les petites mains, c'est-à-dire celles qui font, et puis que d'autres s'approprient le travail qui a été fait. Alors, il y a un écrivain martiniquais qui a sorti ce livre, je le montre à l'écran, ça s'appelle « Les chemins de Gabriel, une odyssée créole », avec très belle image, faite par l'intelligence artificielle. Petit coquin, c'est Emmanuel Le Rénal. Alors, c'est la raison pour laquelle je lui confie le soin de traiter de la situation des bibliothèques aux États-Unis. Ah ben, ça tombe bien parce que les bibliothèques vont mal aux États-Unis, mais
Parce que Donald Trump, je crois qu'il n'a jamais lu un livre de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est qu'un livre, et donc il estime que c'est peut-être un secteur qui n'a pas d'intérêt, et donc il se permet de s'aborder complètement toute cette industrie, et en particulier en s'attaquant aux bibliothèques américaines. Alors c'est quand même désastreux, parce que quand on regarde ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, il y a 3 mots qui reviennent. Il y a la censure. Ça veut dire que dans ce grand pays, dans cette grande démocratie du monde, la censure revient. Les bibliothèques censurent des livres entiers en raison des idées qui sont propagées dans les livres. C'est quand même assez effrayant que dans un pays comme les États-Unis, ça se passe. Alors il y a une vague conservatrice depuis quelques années menée par des groupes religieux, par des groupes d'extrême droite, qui ne supportent pas que des points de vue différents puissent être exprimés dans des livres qui restent des objets de fiction, et ça va jusqu'à le retrait d'auteurs, de livres entiers de ces bibliothèques. Alors ça concerne notamment les ouvrages qui parlent de racisme, qui parlent d'homosexualité, qui parlent d'identité de genre, qui parlent d'histoire critique. Alors on peut ne pas être d'accord avec ce que disent ces livres, mais les censurer, c'est un signal qui est quand même terrifiant, et ça existe. La deuxième idée, ce sont les coupes. C'est-à-dire que l'organisation américaine aujourd'hui supprime des budgets entiers des bibliothèques, oui, et en particulier des agences qui sont clés, comme l'IMLS, qui est l'organisme fédéral qui soutenait les bibliothèques à hauteur de 211 millions de dollars, qui aujourd'hui est sur la sellette et va peut-être fermer. Donc, vous voyez, on coupe les vivres de cette matrice qui permet aux Américains d'accéder à des livres. Je ne sais pas si vous voyez l'extrême violence de cette action. Quand on se met à couper ce grand service public naturel qu'est l'accès à la lecture, ça dit quelque chose de grave sur l'état de cette société. Voilà, parce que les bibliothèques sont perçues comme trop progressistes, et donc il faut les affaiblir. Voilà le soubassement de cette action. Et puis le dernier mot qui me vient à l'esprit, c'est le macartisme, c'est la chasse aux sorcières. Et là, on s'attaque aux personnes. Souvenez-vous, dans les années 50, on chassait les Américains communistes. Eh bien, aujourd'hui, en 2025, on chasse des individus qui lisent. Exactement. Et c'est ainsi que Carla Hayden, qui est directrice de la bibliothèque du Congrès, a été évincée. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on sait bien pourquoi, en réalité. Mais voilà, on s'attaque aux personnes à raison de leur action de lecture. Moi, je trouve que alors, on a déjà beaucoup dit sur les dégâts de la sulfateuse Trump dans son pays, mais quand on touche au livre, je trouve que là, on donne un signal terrifiant. Et il ne faut pas oublier que la bibliothèque, c'est un lieu de liberté, de savoir et de dialogue, et c'est peut-être pour ça qu'elle dérange autant. On commence à avoir une mobilisation quand même. Écoute, il faudrait. Oui, oui, et pour vraiment pour souligner tout ce que tu dis, rappelons que nous sommes à une ère numérique et que donc supprimer des budgets, supprimer des œuvres dans le catalogue de bibliothèques, ça correspond aux autodafés nazis qui brûlaient des livres. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on prenait des livres, on les brûlait. Et aujourd'hui, c'est par Internet ou bien en supprimant des crédits qu'on arrive au même résultat. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est dans un pays qui devient de plus en plus avec un dirigeant qui est autocratique, et donc on va utiliser... La culture il ne peut pas admettre, puisque la culture veut dire la possibilité d'échange, la possibilité d'apprendre, la possibilité de critiquer, la possibilité de la nuance. Et donc ça, il ne peut pas supporter. Donc effectivement, c'est très inquiétant. Bon, il faut une note d'espérance. Je crois que pour remonter maintenant, il faut toucher le fond avec Trump. Quand ça sera bien au fond, l'Amérique va remonter. Espérons-le. Jingle pour la suite des opérations, des sujets de société. Alors, s'intéresser à la théorie critique de la race en 2025 reste pertinent pour comprendre les racines structurelles du racisme, enrichir le débat public et œuvrer pour une société plus équitable. En Martinique, parler de ces sujets-là semble un petit peu incongru, mais ce n'est pas vrai.
Parce que nous revendiquons la continuité territoriale, nous revendiquons d'être sur Radio Monte-Carlo, sur ceci, et nous sommes bien au courant, bien au fait qu'en France, en Europe, de par le monde, ces problèmes-là sont tout à fait d'actualité. Madame d'Espagne, si vous voulez bien. Avec joie, la TCR, la théorie critique de la race, issue dans les années 70-80 des mouvements des droits civiques, des États-Unis notamment, et des Critical Legal Studies, qui sont des études très concrètement qui disent que le droit ne peut pas être compris sans comprendre le contexte sociétal. Ouais. On ne peut pas, par exemple, comprendre le droit civil sans comprendre l'histoire avec Napoléon et ce qui s'ensuit, par exemple. Donc, quelle est cette théorie critique de la race? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le racisme n'est pas nécessairement de personne à personne, mais un racisme systémique. C'est un système, le racisme, une architecture invisible d'inégalité. Elle parle de suprématie blanche, elle parle de la convergence des intérêts des castes dominantes en général, et puis d'une cécité volontaire de la société. Et puis, en termes d'actualité, elle s'est renforcée avec des écrivains comme Yuval Harari, avec Homo sapiens, qui explique par les hiérarchies sociales, de race, de religion, de nationalité, la mise au hangar, pas que des Noirs, mais de toutes les minorités. Dans Une colère noire de Ta-Nehisi Coates, qui est un ouvrage assez poignant et magnifique, une lettre à son fils, on voit que ces problèmes de racisme sont tout à fait actuels. Et quand on regarde un petit peu, enfin, pour le dire en créole, rien pas changé. Voilà, c'est ça la TCR, rien pas changé. Bon. Et quand on analyse un petit peu c'est un petit peu difficile d'analyser tout cela en France parce que les stats ethniques, vous le savez, sont prohibés du fait du principe constitutionnel d'égalité. Mais aux États-Unis, on peut quantifier les choses pour aller un petit peu plus loin sur cette TCR. Parmi les Afro-Américains, donc cette TCR, hein, elle est surtout relative aux Afro-Américains. Les Afro-Américains constituent 13% de la population et 40% des détenus, des prisonniers des États-Unis. Bon. Et quand on va un petit peu plus loin en France dans les enquêtes de défense des droits et des ONG, on se rend compte que les Arabes et les Noirs sont 20 fois plus susceptibles, statistiquement, d'être contrôlés par rapport aux populations blanches. Bon. Et puis, en France, on peut aussi dire que plus de 50% de détenus, c'est là où je veux vous amener, n'ont pas dépassé le niveau du collège. Et on se rend compte également qu'aux États-Unis, 70% des détenus n'ont pas de diplôme secondaire. Donc, il faut éviter bien évidemment la corrélation et la causalité. Je ne dis pas que c'est nécessairement une cause, mais je pense que selon les recoupements aujourd'hui qu'on peut faire, on se rend compte de cette réalité. Alors, est-ce que le racisme est systémique? Pour une lecture plus claire des choses, je ne pense pas nécessairement au premier degré, mais je pense qu'il y a la persistance rétinienne du lien entre la pauvreté, la misère sociale et l'éducation. Je pense également que, pour parler de la France, 30% des jeunes de quartiers populaires sortent concrètement sans diplôme. En Martinique, 20% des jeunes souffrent d'illettrisme. Bon. Et je dirais que pour pouvoir vous partager ma nuance, bien que je crois qu'il y a des réalités, on a longtemps cru que l'école serait un égalisateur social. On a vraiment cru cela. Néanmoins, il y a le concept de précarité intergénérationnelle qui pourrait clarifier tout cela. À savoir, l'école ne suffit pas et la précarité, en vérité, se transmet, aussi républicaine soit-elle l'école, hein, mais la précarité se transmet de génération en génération. Et je vais vous partager quelques chiffres objectifs. 13% des personnes âgées de 30 à 54 ans déclarent avoir connu une situation de précarité à l'adolescence et parmi elles, près d'une sur 4 vit encore dans la pauvreté à l'âge adulte. Les femmes sont particulièrement touchées et le niveau de diplôme joue un rôle protecteur. Les anciens adolescents précaires ont 25% de chances en moins d'obtenir un diplôme du supérieur par rapport à ceux n'ayant pas connu la précarité. Et si on commence à aller sur les statistiques martiniquaises, vous savez bien qu'on multiplie par 2 ou par 3. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'école est un pas, l'éducation intellectuelle est un pas, mais on échange avec des professeurs, des intervenants, et vous disent que s'il n'y a pas au niveau de l'éducation, au niveau du foyer, ce humus pour pouvoir fertiliser le savoir, pour pouvoir communiquer le savoir, il est très difficile de pouvoir perpétuer de l'excellence. Et je crois qu'aujourd'hui, la précarité intergénérationnelle, c'est un fléau. C'est ce qui touche énormément nos populations.
Je ne dis pas que ça va nécessairement expliquer la théorie critique de la race, mais je crois que de façon très empirique, c'est un élément qui explique aujourd'hui que de génération en génération, particulièrement les minorités, particulièrement les populations noires, notamment aux États-Unis, puisque les statistiques le prouvent, perpétuent, si vous voulez, cette misère éducative, cette misère sociale. Et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que l'éducation intellectuelle, je le répète, il y a tout un terreau, toute une société, tout un environnement qui est aujourd'hui très bien expliqué en disant qu'il faut ce fameux accompagnement individuel à l'éducation et des politiques publiques éducatives beaucoup plus fortes, beaucoup plus renforcées. Sinon, nous allons sombrer dans un chaos, je crois, générationnel. La récente élévation de Bernard Ayotte au rang de grand officier de la Légion d'honneur, parce qu'il n'a pas été... Le 14 mai 2025, il n'a pas été intronisé, brusquement entré dans cet aéropage de gens dont la nation reconnaît les qualités. Ça fait l'an et un an qu'il était déjà de cette cohorte de gens célèbres, ou de gens que la République honore, mais c'est l'élévation au rang de grand officier de la Légion d'honneur qui a relancé un petit peu le débat sur la question de concentration, de domination économique. Mais qui c'est qui va bien nous expliquer ça mieux qu'un homme d'affaires? Oui, le sujet, ce sont les grands piliers qui structurent l'économie de la Martinique. Voilà. Et c'est vrai que des chiffres aujourd'hui sont disponibles, des grands chiffres macroéconomiques qui disent que la Martinique produit à travers toutes ses activités un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros. Voilà. C'est un chiffre conséquent et la moitié de ce chiffre est due notamment aux activités de distribution et en particulier de grande distribution. Et donc, à partir de là, soit on s'en émeut, soit on s'en satisfait. Et c'est vrai qu'il y a deux lectures. La première consiste à dire le poids de la grande distribution dans la vie économique est trop important et donc il faudrait le réduire. Moi, j'ai une autre lecture. C'est de dire, d'abord, il faut se réjouir que dans un territoire comme le nôtre, le poids de la grande distribution est important parce qu'on ne peut pas imaginer que les activités d'industrie, que les activités agricoles, que les activités artisanales puissent se développer si elles ne s'assoient pas sur un réseau de distribution performant. Okay. Il faut vraiment comprendre les choses comme ça. En revanche, l'énergie doit être mise pour que les autres piliers soient poussés, soient boostés au maximum. Mais le mauvais calcul qui consiste à dire il faut affaiblir l'un et ça va mécaniquement servir l'autre, c'est faux. Il n'y a pas de vase communicant et ce serait dramatique de rentrer dans cette grille de lecture. Parce que là, on est dans l'idéologie pure et on effondre totalement un système. Donc moi, j'ai envie de dire, réjouissons-nous que l'on ait en Martinique un réseau solide de distribution et posons-nous la question de savoir comment on fait pour réveiller les autres. Alors les autres, vous avez les services marchands qui ne concernent pas la grande distribution, c'est 30% du chiffre d'affaires, ça concerne les activités numériques, ça concerne le conseil, la finance, et ça concerne le tourisme. Le tourisme est un des leviers, des piliers qui aujourd'hui est insuffisamment développé, sur lequel on a des efforts à faire, parce que tout comme la grande distribution, le tourisme, et Frédéric l'a déjà dit à plusieurs reprises autour de cette table, c'est une activité qui tire les autres. Plus le tourisme marche bien, plus l'agriculture marche bien parce qu'il faut nourrir les touristes, plus la distribution marche bien parce qu'il faut aussi que les touristes aillent s'alimenter dans les commerces, plus, etc., etc., etc. Vous avez enfin le troisième le troisième pilier de l'économie, c'est l'industrie. 17% du chiffre d'affaires, c'est quand même pas négligeable. Et puis enfin, les métiers de la construction, 7%. Insuffisant. Donc tout ça, il faut doper tout ça. Et ça se fait dans un contexte où la démographie est en baisse. Et donc, on est dans un environnement, malheureusement, où il y a de grandes contraintes qui dépendent notamment d'un effondrement démographique et qui également révèlent des contraintes qui fait que le réveil de ces filières, de ces piliers, est compliqué. Il y a des contraintes structurelles qui empêchent ces grands secteurs de se développer. Et donc, la leçon à tirer de tout ça, c'est de dire il ne faut pas jouer les vases communicants, il faut jouer la dynamisation tous azimuts
Et l'un des grands moyens pour y parvenir, c'est de réveiller les capacités d'initiative de chaque individu. Chacun à son niveau a un potentiel créatif, un potentiel d'innovation, un potentiel d'entreprise. Et il faut libérer cette capacité qui existe en chacun de nous. Si toi, tu es intéressé par l'agriculture, il faut que tu puisses aller au bout de ton projet. Si toi, tu es intéressé par le commerce, eh bien, il faut te permettre d'aller au bout de ton projet. Si toi, c'est l'industrie qui t'intéresse, il faut que tu puisses y aller. Et le système qui environne nos entreprises doit consister à faciliter, à enlever les freins, à libérer les énergies, à permettre à chacun de s'exprimer convenablement. C'est d'ailleurs dans cet esprit que, quand, là encore, vous allez m'accuser de litote et de redondance, mais la zone franche sociale, c'est exactement ça. Ce sont des moyens qui permettent aux individus qui sont à la manœuvre économique de retrouver un ballon d'oxygène pour pouvoir mettre leur créativité au profit de la collectivité par leur action entrepreneuriale. C'est ça la vraie clé, et en espérant que cette énergie redéployée serve l'ensemble des piliers. Et puis enfin, rappeler que l'activité économique doit aussi s'appuyer sur une modernisation et une revitalisation de nos infrastructures qui malheureusement sont un peu à la peine, il faut bien le dire, et ça peut passer par des aides publiques fortes ou par une bonne gestion aussi des fonds publics qui doivent être mis au service de nos infrastructures. Voilà. Donc intelligence collective, pragmatisme, confiance, voilà les vrais mots-clés. Et puis j'ai envie de conclure par une phrase d'Aimé Césaire qui disait ceci: « Osons l'avenir ensemble. Ce n'est pas folie que de croire un avenir meilleur, ce serait folie de ne pas le préparer. » Tu as dit ça pour ceux qui ont succédé à Aimé Césaire. Enfin, ça qui l'écoutait, ça qui t'entend. C'est voilà, ça? Absolument. Un petit jingle pour qu'on passe à la culture. Alors, j'adore ça, Coquelicot. En plus, c'est écrit par un homme excessivement sympathique, où il dit Rabat-Eli, ancien, tu vas dire qui c'est, mais un homme que j'aime beaucoup. Vas-y. Oui, alors, beaucoup de personnes se souviennent de Rudy Rabat-Eli à France-Antilles. Et parce qu'il a passé 37 ans de sa vie professionnelle à France-Antilles. Il a commencé comme journaliste, après il a été rédacteur en chef, et puis après il a été directeur aussi bien de France-Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Alors ce qui est intéressant, moi, en regardant sur le net une vidéo, c'est comment il a commencé. Il expliquait qu'il était rentré de France où il faisait des études pour le décès de son père, et que Henri Mangatal, qui était rédacteur en chef de France-Antilles, était présent à la veillée de son père. Et Henri Mangatal lui demande ce qu'il fait. Lui, il dit qu'il a fait une école de journalisme. Il lui a dit « Je te donne une semaine pour aller chercher tes affaires et revenir. » Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et il est resté. Alors, longtemps. Il est resté 37 ans. Et c'est un vrai... D'abord, il faut souligner, avant de parler de l'auteur, que c'était un vrai journaliste. Parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui a une plume, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont on reconnaît le style. Et il avait à la fois la capacité de faire des éditoriaux, mais également de faire des rubriques. Et on se souvient que certaines ont fait l'objet après de recueils qui s'appellent « Tomber les V ». Et c'était des moments de description de la vie profonde de la Martinique. C'est un pur régal. Tu as raison d'utiliser ce terme. Donc, il donne ses impressions en utilisant les transports en commun pour aller dans toutes les communes de la Martinique. Et il dit ce qui se passe. Mais pour comprendre la Martinique profonde, c'est extraordinaire. Et il avait aussi une rubrique qui s'appelait « En Bafeuille », qui c'était le samedi. Tout le monde attendait de lire ce qu'il allait pouvoir dire. Et puis, en 2025, il se lance dans le roman, avec Coquelicot. Et tu as raison, mais tout le monde, ici on ne dit pas hibiscus, on dit coquelicot. Quand on regarde pour tous les hibiscus, on dit un coquelicot. Donc, et je pense que de le voir écrit en créole, avec les K, ça renforce un peu la puissance du mot. Et en fait, Coquelicot, c'est une femme dans le roman. Et ce qui est, alors déjà, la plume là aussi, mais disons la langue est foisonnante. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est, voilà Coquelicot, cette jeune femme, elle est une amoureuse des livres, elle est une amoureuse des mots, elle est une amoureuse de la littérature, les livres l'accompagnent tout au long de sa vie.
et elle va tomber amoureuse. Donc, c'est le conflit entre deux passions. Ouais. Et c'est la façon de le traduire. Ouais. Et puis, je dirais, il y a un troisième élément qui va se mêler à cette histoire, c'est Haïti par l'intermédiaire de la recherche, un peu comme un roman policier, si vous voulez. Et moi, je voudrais juste vous lire une citation, parce que à travers Coquelicot, je pense que cela traduit l'amour profond de Rudy pour les livres. Et en général, quand un auteur fait un roman, il y a une part de lui-même. Et je voulais juste ce paragraphe. Les récits, les histoires, la poésie, les nouvelles, les intrigues, les mots tout simplement, occupaient des temps libres et aiguisaient ses émotions, celles de Coquelicot. Elle vivait avec eux, les enlaçait, les embrassait, les caressait et trépidait d'attendrissement pour eux. En dehors de quelques rares ouvrages mis au rebut ou de lectures renvoyées à plus tard, la majorité assagissait ses souffrances d'absence, ses questions sans fin, ses vides d'amour désirés, son passé chiquetaillé de non-dits et de non-vouloir savoir, des remèdes efficaces à cette turbulence d'ignorance d'elle-même. Moi, je trouve que c'est une magnifique définition du pouvoir des mots sur quelqu'un. Donc, bien entendu, en rentrant dans Coquelicot, on va rentrer dans cet univers et ça va nous donner envie parce qu'en même temps, Rudy Rabatali raconte les livres que lit Coquelicot. Ouais. Donc, chaque fois, donc, il y a en même temps... Les livres qu'il a lus, lui. Voilà, donc, mais en même temps, pour le lecteur, c'est comme un fil rouge qui lui décline les livres qu'il pourrait lire et lui donner envie de lire. Donc, il y a plusieurs entrées, plusieurs aspects de cet ouvrage qui est vraiment un moment de pur bonheur. Ça veut dire qu'il faut l'acheter et puis il faut le lire. Absolument. Avant de passer à l'afro-pessimisme, je voudrais qu'Emmanuel de Rênal nous dise deux mots sur les chemins de Gabriel. Oula, je n'étais pas préparé. Mais, oui, mais Les chemins de Gabriel, c'est un roman qui raconte la vie d'un homme qui est confronté à une grande dépression. Et c'est un prétexte, là aussi, avec deux temporalités très différentes. La temporalité de cet individu, qui s'inscrit dans l'espace d'une vie, donc de sa naissance à la période actuelle, et qui permet de traverser les temps de cette courte histoire de la Martinique notamment, puisque l'histoire se situe en Martinique, mais également une deuxième temporalité qui est beaucoup plus longue, qui est la temporalité de l'évolution de l'humanité. Et donc, puisque Gabriel, qui est le héros, reçoit chaque jour une lettre énigmatique, signée d'une prétendue marraine qu'il ne connaît pas, et qui lui raconte l'évolution de l'humanité, depuis le Big Bang jusqu'aux nouveaux défis qui attendent le pays. Donc ce sont une temporalité mondiale, mais sous le prisme d'un regard martiniquais, puisque l'idée c'est d'inscrire cette évolution du monde dans l'évolution de notre pays. En fait, tu es un écrivain, quoi. Ah, je ne sais pas. L'afro-pessimisme, une critique radicale de la modernité raciale. Tu vas écrire le tien très bientôt. Je me permets juste de rebondir, parce que j'ai lu Zamana, et donc je vais bien sûr lire Les chemins de Gabriel, et tu aimes bien jouer, j'aime beaucoup sur les temporalités. Le Zamana qui est l'arbre qui voit toutes les vies, qui regarde passer les vies, enfin... Vraiment, je n'ai pas lu, mais je vous le recommande. Donc, l'afro-pessimisme, c'est une pensée radicale américaine, décidément. Hein. Tu me plonges dans les États-Unis, Gérard, tu me spécialises dedans. Il n'y a pas que le tourisme pour toi. Mais j'apprécie ces sujets et j'y suis sensible. Alors, il y a la définition de l'afro-pessimisme, juste hein, pour bien camper le sujet, ce n'est pas, comme on l'a compris, je crois, en France, de dire que quand on est noir, on doit être pessimiste. Ouais. Voilà, l'afro-pessimisme, c'est le fait de dire que ça recoupe le « haïen pas changé », les noirs ont des corps qui sont disponibles à la violence, les droits sont créés non pas pour les noirs, le système est créé non pas pour les noirs, mais contre les noirs. Et les mythes de la méritocratie, la diversité, la réconciliation sont des mythes tant qu'il n'y aura pas une réconciliation, même une réparation profonde. Donc ça a été assez fulgurant
avec George Floyd et son fameux « I can't breathe », quand pendant plusieurs minutes, il a eu le pied de Derek Chauvin sur lui et qu'il était en train d'étouffer. Et ça n'a pas été le seul assassinat de Noirs qui a soulevé, ce mouvement, et enfin, tous les mouvements d'ailleurs. Et je crois que le président Trump, qui a mis fin aux politiques de diversité 5 ans après l'assassinat de George Floyd, l'abandon par le gouvernement des actions en justice pour réformer par exemple les départements de police, je ne crois pas que ça ait véritablement changé les choses. Alors que faire ? Que faire quand on est un afro-pessimiste ? Eh bien, soit on reste pessimiste, soit on essaie de réagir. La première réaction étant mais des actions très concrètes qu'ont menées les Noirs et qui, je crois, américains et qui, je crois, sont assez méconnues, même en 2020. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Freedom Georgia Initiative, c'est-à-dire le fait pour des familles, une vingtaine de familles, d'acheter des terrains en Géorgie, non loin d'Atlanta, dans la région en tout cas, et de n'accueillir dans cette ville, dans cette cité, que les Noirs et ceux qui sont sympathisants, bien sûr, de la cause noire. Ça n'a pas, pour le moment, été finalisé, ça a été amorcé. Et du coup, quand on fait quelques recherches, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Black Wall Street, le fameux massacre de Tulsa, avec ce quartier noir. Cette idée avait déjà été non seulement matérialisée, mais en plus avec succès. Dans les années 20, les Noirs victimes de ségrégation, bien sûr, surtout dans ces années, on dit nous allons créer notre propre cité. On avait une vraie cité bourgeoise, avec des hôtels, des restaurants, des systèmes, des commerces, etc. C'était dans l'Oklahoma. Et on a eu ensuite un assassinat pas très bien compris d'un jeune homme, et il y a une levée de bouclier du côté des Noirs et du côté des Blancs, et il y a ce fameux massacre de Tulsa où 300 personnes, majoritairement des Noirs, ont été tuées. Donc il y a eu cette tentative et on a vu un petit peu l'issue. Donc moi, ce que je veux dire ce soir, ce n'est ni positif ni négatif, je crois que c'est systémique. Je crois qu'on est dans une boucle systémique. Et pourquoi est-ce que c'est aux États-Unis c'est aussi flagrant, bien qu'on puisse retrouver ce racisme partout? Mais pourquoi c'est aussi flagrant? Parce que les États-Unis ont eu, bien sûr, un passé colonial extrêmement fort, assez sordide, et je crois qu'ils sont dans une boucle, quand je vous parlais de boucle systémique, de eux-mêmes coloniale. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait vous savez bien que les États-Unis se sont faits sur un système colonial par rapport à l'Angleterre, ont lutté notamment avec des fiscalités extrêmement onéreuses par rapport aux Anglais, ont fui l'Europe par rapport à des famines, des persécutions religieuses. Le Maryland, c'est un refuge des catholiques tout simplement européens. Et on se retrouve finalement avec une sorte de réédition à chaque fois de l'histoire, créer des lieux, je l'entends, mais ça ne va pas endiguer la systémique. Et quand on parle assez souvent des congrès menés par l'apartheid, par Nelson Mandela et ses équipes, de Mia Mottley qui souhaite faire effectuer à juste titre, je crois, des congrès pour réunir autour des tables, je pense qu'il n'y a pas que les hommes et les femmes qui doivent faire des psychanalyses, ou qu'il n'y a pas que des hommes et des femmes qui sont victimes du racisme ou qui ressentent du racisme. Je crois que des États, des pays, des âmes de nations doivent aussi s'asseoir autour d'une table, mais de façon structurée. Et ça doit être une volonté telle qu'on a pu la voir en Afrique du Sud, une volonté telle qu'on la verra très probablement à la Barbade. Je crois qu'il s'agit d'une volonté parce qu'on ne peut pas fuir cela. On est obligé, on est condamné au vivre ensemble. Je crois aussi que ce serait une très bonne idée de le faire dans notre Martinique. Il faut pouvoir avoir des échanges, il faut pouvoir décider de le faire pour pouvoir sortir de cette boucle et avoir une solution, une porte de sortie sans laquelle nous allons toujours revivre le passé d'une façon différente, d'une façon, on va dire, variante, mais d'une façon toujours douloureuse. C'est-à-dire que l'histoire ne va pas se répéter, mais elle va bégayer. Mettons-nous bien d'accord. Nous avons envisagé ces questions dans le cadre de cette émission, parce qu'on veut soulever les foules, qu'on veut soulever une sorte de vague subversive contre ces problèmes qui sont des problèmes de fond. Nous les voyons sur le plan sociologique, nous les voyons sur le plan philosophique, et nous voulons bien préciser que ces questions, ces problématiques qui sont très fortes aux États-Unis ne sont pas les mêmes dans le cadre de la Martinique, de la France et du système
du système de l'encadrement réglementaire, légal, que nous avons l'opportunité, je ne vais pas dire la chance, on va me dire que je suis béni, oui, etc., que j'ai changé de Kazakh, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que nous avons une constitution qui ne permet pas autre chose que des dérives de certaines personnes. Il y a des cons partout, dans toutes les communautés. Nous avons un encadrement réglementaire et des lois, pour parler plus simplement, qui ne permettent pas à un Trump, par exemple, de venir de décider n'importe quoi, d'enlever des politiques et de diversité qui sont établies. Nous avons cette possibilité. C'est simplement qu'il faut que, psychologiquement, sociologiquement, qu'on n'évacue pas ces questions, c'est ce que nous faisons à Tous Créoles, et qu'on les prenne à bras le corps pour les résoudre, et surtout avec un mot vraiment flambeau, bannière, c'est le vivre ensemble. Tu l'as prononcé. C'est ce que c'est ce que tu as dit. Et voilà. Musique. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Bon, allez, jingle, musique. Donc, maintenant, on va entrer dans la tradition très symbolique, créole, celui dont je vais vous parler maintenant, Oui, puisqu'en réalité, il est à la croisée un petit peu de tout cela. Alors, je veux parler aujourd'hui d'Edmond Mondésir. Edmond Mondésir, il n'y en a pas beaucoup comme lui qui allie philosophie, la passion de la philosophie, puisqu'il est professeur de philosophe, de la politique et de la musique. Dans cette dernière discipline, il cumule des rôles d'auteur, de compositeur, de tambouiller, de musicien, de bassiste et de militant. Il a aujourd'hui 77 ans, parce qu'il est né en 1948 à Fort-de-France. Et il paraît un jeune de 60 ans. C'est un précurseur, il a une passion, sa passion est de plus en plus intense. Voilà. Et il a fait ses études à Aix. Et à Aix, il est tombé dans un milieu avec des Africains, des Caribéens, des Guadeloupéens. Et c'est là que le tambour l'a pénétré. Et quand il est revenu à Martinique, il a décidé de développer ses traditions tambour à travers le belay. Donc, je vais vous proposer une première vidéo. Une première vidéo, c'est intéressant parce qu'il y a une dame qui s'appelle Monoïma, enfin, c'est un personnage qu'il a créé. Et comment ça s'est passé? Un jour, il était en télévision, il a vu qu'il y avait un raz-de-marée, et puis il y avait une pauvre femme, mais qui avait tellement de dignité, tellement de force par rapport à cette catastrophe qu'elle vivait. Il a composé une chanson, il a créé un personnage qui s'appelle Monoïma, que je vous invite à écouter. Ah, Monoïma, pour tourner, courage, pour tourner, valet. Pas ni chauffer, cabane, les ouverts, longtemps où j'ai levé. Ni moun, ni façon la vie, qui capable de répondre en la vie. Yo pas qu'à arrêter Bigidi. Monoïma, dans ces moun là. Ah, Monoïma, pour tourner, courage, pour tourner, valet. Pas ni chauffer, cabane, les ouverts, longtemps où j'ai levé. Casmaré, fini, cassé, caillou. L'homme a chaillé tout ça au tennis. Pas quitter malais à tout dire. Les jours ouverts, déjà gardé flégué. Ah, Monoïma, faut tourner, courage, faut tourner, valet. Pas ni chauffer, cabane, les jours ouverts, longtemps où j'ai levé. Maré, rien pour y monter mon là. J'ai au solide, pas qu'à décourager. Pour pas mon carité à terre. Jour après jour. Voilà, c'est une forme d'expression qui vient de chez nous. Et ce qui est intéressant avec Edmond Mondésir, c'est qu'il est allé au-delà de la tradition de certains bellets, quoi. Il a développé des mélodies. On verra qu'il a aussi introduit des instruments mélodiques ou harmoniques dans le bellet. Ce qui n'a pas toujours été, si vous voulez, accepté par des puristes. Absolument. Alors là, il parle du pays, il parle de la campagne. Je vous invite à écouter Couler la campagne en belle. Couler la campagne, la belle bon matin. Gardez rayon soleil, qu'a éclairé tout pied bois. Chaque feuillage là, nuance qui taille. Aïe, ouais, mi bel paysage. Couler la campagne, la belle bon matin. Manque à lever en cabane, manque à mettre pied moite. Qu'a gardé par finette là, tout partout qu'a éclairé, toute bagaille belle là ouais. Aïe, ouais, ni bel paysage. La vie qu'a sans moins plus belle en celle co. Couler la campagne, la belle beau matin. Gardez rayon soleil, qu'a éclairé tout pied bois. Chaque feuillage là, ni un qui taille. Aïe, ouais, ni belle paysage.
fait du bien d'écouter ces œuvres originales. Alors, sa devise, c'est aussi valoriser la danse bel-air. Et là, on va retrouver une vidéo où il exprime sa volonté de mettre en exergue les techniques de la danse bel-air. Ouais. Montrer que ça ne se fait pas par hasard. Il considère cette chanson comme une véritable encyclopédie des pas du bel-air. Ouais. Voilà. Alors, pour être bon mon désir, c'est la musique au service de la conscience aussi. La musique au service de la préoccupation politique. Il a créé Mouna Boloto pour parler effectivement des embouteillages qu'il y a dans ce pays, dans l'option voiture. Il a créé Nous Matiniche, nous toutes ces Matiniche. Il a créé aussi Ça tellement bien, les nous bien, pour parler de fraternité. Il a créé aussi Apprendre à manger, manger pays. Exactement. Je vous invite à partager actuellement. Apprendre manger, manger pays. Maïlani bon mangeant pays. Apprendre manger, manger pays. Maïlani bon mangeant pays. Apprendre manger, manger pays. Manger pays qui bon pour nous. Apprendre manger, manger pays. Manger pays bon pour nous. Apprendre manger, manger pays. Belle manger, bon manger. Apprendre manger, manger pays. Belle manger, bon manger. Apprendre manger, manger pays. Banane noire, c'est bon manger. Apprendre manger, manger pays. C'est pas pour exporter seulement. Apprendre manger, manger pays. Fruits à pain, c'est bon manger. Apprendre manger, manger pays. Dachinois, c'est bon manger. Apprendre manger, manger pays. William noir, c'est bon manger. Apprendre manger, manger pays. Crébèche noir, c'est bon manger. Apprendre manger, manger pays. Poisson noir, c'est bon manger. Apprendre manger, manger pays. Là, dis ce que tu disais. Je disais, qu'est-ce que je disais? Non, tu parlais de l'importance de cette démarche, quoi, en tout cas. Non, je disais que il suffit simplement d'écouter cette chanson. Oui. C'est mieux que tous les libelles, les textes, les analyses, les grands textes, etc. C'est ça, apprendre manger pays. Apprendre manger pays. Apprendre commercialiser pour du pays aussi. Daniel disait que c'est un bon label pour l'autonomie alimentaire. Tout à fait, absolument. Il a été précurseur. En 1980, il a fait cette chanson. Bien avant tout le monde. Et moi, je me rappelle, pendant le carnaval, on jouait avec Charivari, et on n'était qu'à jouer ça. Apprendre à manger pays, hein, parce que le carnaval, c'est aussi un moment de sensibilisation. Bon, c'est sûr que c'est vrai et monté, mais nous avions choisi de prolonger un petit peu si vous voulez, ce message. Voilà. Il a créé Émotion Bel-Air également. Émotion Bel-Air parce qu'il a voulu montrer que dans le Bel-Air, il y avait de l'émotion, il y avait quelque chose de fondamental. Et là, on va le découvrir à nouveau au New Morning, puisqu'il a aussi, je le dis, il a aussi fait pas mal de prestations à l'extérieur, au Babel Med, au Festival de Nice, au Mexique, à Cancun. Il est allé 3 fois à Santiago de Cuba, il est allé au Festival Africolor, à la Dominique, à la Guadeloupe, avec son fils Manuel. Il a cumulé, si vous voulez, modernité et tradition. Et je vous invite à découvrir un petit extrait au New Morning. Voilà, alors, il a travaillé avec Gérard Loquel aussi, qui est un guitariste guadeloupéen très, très précurseur.
Et là, je pense qu'il a un produit aujourd'hui qui peut montrer, qui enrichit la diversité de notre offre au monde, quoi. Confirme-moi qu'il a fait une chanson où qui a comme thème répétitif, nous c'est toute Martinique qui nègre, hein, c'est lui. Hein? Oui, mais ça s'appelle Nous Martiniquais. Nous Martiniquais, Ouais. ouais, absolument. Ou peut dire aux Africains, Voilà. ou peut dire aux Nana, ou peut dire tout ça, nous sommes nous Martiniquais. Absolument. Je pense que c'est une bonne façon de terminer cette Oui, émission. oui, oui. Et puis on aurait pu prendre ça comme hymne, hein, tout compte fait, au lieu de faire tout ça de zigili-gili. Non? Pour un hymne dont on ne se souvient pas. On ne se souvient pas, c'est ça. Mais au moins là. Écoutez, vous avez le sentiment d'avoir fait une œuvre collective et de qualité. Bon, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à tous. Et puis à vous aussi, mes chers amis téléspectateurs, là, je ne vous ai pas oublié. Alors, un grand salut à Mehdi, à David, à Johan qui n'était pas là aujourd'hui, mais peu importe. Aussi à Flore et puis à Max. On leur remercie d'exister, de nous permettre de nous rencontrer chaque semaine et de nous amuser. La joie. Absolument. À la semaine prochaine. Ça va nous en l'année pour comprendre qui moun nous y est. Mais à présent nous assurer, nous sommes nous Martiniquais. Ou pe nigoule oule, ou pe nèg ou pe chabin, ou pe milan ou pe béché. Nous toutes ces Martiniquais mon maïs. Ça va nous en l'année pour comprendre qui moun nous y est. Mais à présent nous assurer, nous sommes nous Martiniquais. Nous sommes nous Martiniquais. Mais toutes nos mains sous la terre, quel que soit côté yo, normalement yo toutes ses frères. Ça va nous en l'année.